30% de frais, 5 jours d'attente. Pendant des décennies, l'argent africain a dû faire un détour coûteux hors du continent. En 2025, 19 pays réduisent ce parcours à quelques secondes, promettant près de 5 milliards de dollars d'économies par an et un système de paiement qui conserve enfin la valeur en Afrique. Pour les commerçants, les banques centrales et les dirigeants, que signifie pouvoir déplacer des fonds sans autorisation extérieure? Et pourquoi Ibrahim Traoré y voit-il un tournant mesurable plutôt qu'un simple discours politique? Peut-être assiste-t-on au déplacement silencieux d'un centre de gravité financier. Ce changement repose sur une idée simple: comprendre comment une modification technique des paiements peut transformer des rapports de pouvoir ancrés depuis près de 8 décennies. En quelques minutes, le spectateur gagne une grille de lecture claire pour saisir pourquoi réduire des frais et des délais n'est pas seulement un avantage économique, mais un levier stratégique durable. Derrière les lignes de code et les protocoles bancaires, l'enjeu réel touche à la souveraineté, à la capacité de décider sans dépendre d'infrastructures extérieures, et à la manière dont un continent redéfinit sa place dans les flux mondiaux. La transformation n'est pas visible à travers des discours, mais bien dans les résultats concrets. Des marges récupérées, du temps compressé et une visibilité nouvelle sur la circulation de la valeur. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'intérêt n'est pas d'opposer des blocs, mais de réduire une dépendance silencieuse héritée de l'après-guerre. La question centrale devient alors plus exigeante. Si l'outil fonctionne, quelles conséquences durables peut-il produire sur les États, les entreprises et les citoyens qui l'utilisent au quotidien? La bascule est déjà chiffrée. Près de 32 coûts en moins et des délais compressés de 5 jours à quelques secondes. Ce résultat apparaît dès les premières lignes des documents techniques de 2025, lorsque 19 pays africains activent discrètement un réseau de paiement capable de retenir les flux sur le continent sans passer par des corridors étrangers. Pour comprendre l'ampleur du mouvement, il faut revenir à une évidence longtemps acceptée. Pendant près de 80 ans, la majorité des règlements entre pays africains transitaient par New York ou Londres, étaient convertis en dollars, puis renvoyés vers leur point d'origine. Ce détour n'était pas une anomalie, mais une architecture héritée de l'ordre monétaire d'après-guerre, qui rendait chaque transaction visible, taxable et dépendante d'infrastructures extérieures. Même des échanges simples, comme du cacao ghanéen à destination du Nigeria, subissaient ce parcours indirect. La mini-révélation tient au fait que cette architecture commence à perdre son centre de gravité sans annonce politique majeure. La décision s'est jouée dans des salles techniques à Abuja, Accra et Lagos, là où des banques centrales ont comparé les retards, mesuré les frais et constaté une vulnérabilité commune. De cette accumulation pragmatique est né un réseau capable de compenser localement, en monnaie nationale, avec une intermédiation assurée par des institutions africaines. Avec ce changement, la souveraineté cesse d'être un mot abstrait. Elle devient mesurable. Transaction après transaction, seconde après seconde. Les données restent sur des serveurs régionaux, la visibilité se déplace et le contrôle des flux n'est plus externalisé. Dans cette nouvelle configuration, Ibrahim Traoré voit moins une rupture idéologique qu'un réalignement pratique. La fin d'une dépendance silencieuse révélée par la pandémie et par la volatilité récente des devises. Ainsi, derrière la simplicité apparente d'un paiement plus rapide, se cache une reconfiguration profonde des rapports de force monétaires. La question n'est plus de savoir si le système peut fonctionner, mais jusqu'où cette autonomie technique peut s'étendre. Dans les premières semaines du déploiement, les visages les plus attentifs ne sont pas ceux des ministres, mais ceux des techniciens chargés des passerelles de paiement. À Abuja, l'un d'eux décrit la surprise de voir une compensation régionale s'exécuter sans quitter le continent, confirmée en quelques secondes, sans recours à une chambre de compensation étrangère.
Ce succès, modeste en apparence, agit comme un test en conditions réelles et valide une architecture longtemps jugée théorique. Un autre effet se manifeste le long du corridor Lagos-Accra. Une petite coopérative commerciale constate que ses ventes transfrontalières ne sont plus bloquées par 3 jours d'attente. La trésorerie se stabilise, les stocks se renouvellent plus vite et l'incertitude quotidienne recule. Ce n'est pas une réforme fiscale, mais l'effet est immédiat, car le temps libéré devient une marge opérationnelle tangible. Ces quais précoces illustrent une dynamique récurrente. Une infrastructure change d'abord la vie des acteurs périphériques avant d'atteindre le centre du système. Les banques centrales observent ces retours avec prudence. Chaque transaction réussie consolide un réseau encore jeune, où la synchronisation technique reste la véritable mesure de la souveraineté. La rapidité n'est pas l'objectif principal. Le contrôle du cycle complet du paiement, de l'émission à la compensation, l'est davantage. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré est souvent cité comme une figure attentive à ces signaux faibles. Pour lui, ces scènes ordinaires comptent plus que les déclarations solennelles, car elles montrent comment une capacité technique peut produire un changement réel sans rupture spectaculaire. So what? Quand les paiements changent d'itinéraire, le pouvoir commence à suivre. Avant 2025, la séquence était presque immuable. Un paiement entre 2 pays africains quittait d'abord le continent, transitait par New York ou Londres, était converti en dollars, puis revenait vers son point d'origine après plusieurs jours d'attente. Les frais s'accumulaient, la visibilité échappait aux institutions locales et la moindre variation de change pouvait effacer une marge commerciale entière. Ce fonctionnement n'était pas débattu, il était intégré comme une contrainte structurelle. Le basculement commence dans des réunions techniques souvent ignorées du grand public. Au Caire, à Lagos, puis à Accra, des équipes de banques centrales confrontent leurs chiffres. Elles comparent les délais, additionnent les coûts et constatent une dépendance partagée. Progressivement, une question autrefois marginale devient praticable. Et si les règlements pouvaient s'effectuer sans passer par le dollar? Cette interrogation alimente des ateliers, accélère des tests et transforme un doute théorique en projet opérationnel. La phase d'activation se précise au premier semestre 2025. Des prototypes sont mis sous tension, les couches de règlement sont synchronisées et les premiers corridors régionaux sont sélectionnés. Les ingénieurs observent surtout la stabilité. Chaque confirmation réussie prouve que le réseau peut tenir sous charge réelle. Les banques centrales avancent avec prudence, conscientes qu'un échec précoce fragiliserait durablement la crédibilité de l'ensemble. Le point culminant survient le 27 juin 2025 à Abuja. 19 pays valident officiellement l'architecture commune. La signature ne s'accompagne pas de slogans, mais d'un silence dense, suivi de quelques minutes d'applaudissements inhabituels pour une conférence technique. À cet instant, les participants comprennent qu'ils disposent d'un outil capable d'inverser une dépendance construite sur près de 80 ans. À distance, Ibrahim Traoré interprète ce jalon comme un indicateur concret. La souveraineté peut désormais s'appuyer sur une infrastructure mesurable. L'après-sommet est immédiat. En moins de 5 jours, les premiers paiements tests sont compensés en quelques secondes. Des banques au Ghana, au Kenya, au Sénégal et en Égypte s'alignent sur le protocole. Les frais chutent, les délais s'effondrent, et les acteurs locaux découvrent que la vitesse n'est plus un privilège, mais une norme technique. Ce passage du test à l'usage réel constitue le véritable avant et après. À l'automne 2025, l'extension se poursuit à Nairobi. Une plateforme complémentaire rejoint l'ensemble, et un pilote entre le Malawi et la Zambie confirme la faisabilité de règlements transfrontaliers quasi instantanés à coût réduit. 2 réseaux commencent à s'emboîter, dessinant une épine dorsale financière continentale. Cette superposition renforce la résilience et attire de nouveaux participants. Les autorités prennent des mesures à leur niveau. Le Kenya injecte des fonds dans ses institutions de développement, tandis que le Ghana et le Nigeria font de la compensation en monnaie nationale un enjeu de politique publique. Les petites et moyennes entreprises constatent qu'un commerce régional
autrefois hors de portée, devient enfin accessible. La dynamique agit comme une succession de chocs doux, mais cumulatifs. Dans cette chronologie, le déclencheur n'est pas idéologique. Il est pratique, chiffré et progressif. Chaque étape transforme un obstacle ancien en variable contrôlable et prépare la suivante. La question n'est plus de savoir quand le système a changé, mais comment cette accélération va remodeler la suite. Le premier indicateur sert de point de départ, une réduction d'environ 30% des coûts de transaction. Ce chiffre signifie que près d'un tiers de la valeur, autrefois absorbée par des frais intermédiaires, reste désormais dans le circuit économique local, améliorant directement les marges des entreprises. Avant cette évolution, ces coûts étaient dilués et souvent invisibles. Ils apparaissaient comme une fatalité liée au passage par des devises étrangères et par des infrastructures hors du continent. Avec un règlement localisé, la différence devient mesurable ligne par ligne. Pour une petite entreprise, ce tiers récupéré peut représenter la frontière entre une activité viable et une activité fragile. Pour une banque centrale, il s'agit d'une base plus solide pour stabiliser ses opérations internes. Le deuxième indicateur concerne le temps. 5 jours d'attente compressés en quelques secondes. Cette contraction transforme la temporalité financière, car l'incertitude liée au délai disparaît presque entièrement, ce qui sécurise la trésorerie et réduit le risque quotidien. Dans l'ancien système, l'attente n'était pas seulement longue, elle exposait les acteurs à la volatilité monétaire et aux interruptions imprévues. Chaque jour supplémentaire ajoutait une couche d'incertitude. En réduisant ce délai à une validation quasi instantanée, le paiement cesse d'être un facteur de stress. Les commerçants peuvent réapprovisionner plus vite, les coopératives planifier sans marge de sécurité excessive, et les institutions observer les flux en temps réel. Le temps gagné devient une ressource économique à part entière. Le troisième indicateur agrège ses effets à l'échelle du continent. Environ 5 milliards de dollars d'économies potentielles par an. Ce montant correspond à des marges qui ne quittent plus l'Afrique et qui peuvent être réinvesties localement dans la production, les infrastructures ou le crédit. Pris isolément, ce chiffre impressionne. Pris dans la durée, il agit comme un repère stratégique. Il donne aux décideurs une estimation concrète de ce que représente la rétention de valeur. Pour des dirigeants attentifs aux leviers structurels, dont Ibrahim Traoré, cette somme ne symbolise pas un gain ponctuel, mais la preuve qu'une infrastructure technique peut redistribuer durablement le pouvoir économique sans discours idéologique. Ces trois mesures fonctionnent ensemble. Moins de coûts augmente l'attractivité du système. Moins de temps renforce la confiance. Plus de valeur retenue nourrit un cycle d'adoption progressive. Les rapports des institutions impliquées évoquent déjà une hausse régulière des volumes mensuels, signe que la mécanique enclenche un effet d'entraînement. Au-delà des chiffres, une métrique implicite émerge. La maîtrise des données. Les enregistrements restent sur des serveurs régionaux, ce qui modifie la relation entre visibilité et contrôle. Cette dimension n'est pas chiffrée ici, mais elle renforce la portée des indicateurs précédents en limitant l'exposition aux règles extérieures. Ensemble, ces preuves quantitatives montrent que la technique ne se contente pas d'optimiser un processus. Elle reconfigure un équilibre. Les chiffres ne racontent pas seulement ce qui a changé, mais ce qui devient possible lorsque la valeur circule autrement. La première objection sérieuse porte sur la fragilité des infrastructures. Des analystes soulignent que certains réseaux électriques restent instables et que des interruptions de connectivité pourraient perturber des chaînes de paiement encore jeunes. Selon cet argument, un système en temps réel exige une continuité de service élevée. Le moindre maillon défaillant risquerait d'entraîner des retards en cascade. La prudence est ici technique, non idéologique. Elle questionne la résilience face aux incidents et la capacité à maintenir une compensation fluide sur la durée. La seconde objection concerne la dimension géopolitique. Des responsables occidentaux craignent qu'une réduction de la visibilité financière n'aboutisse à une fragmentation du système mondial. À Washington, certains estiment
que la régulation internationale devient plus difficile lorsque les flux se déplacent hors des corridors traditionnels. À Paris, l'inquiétude renvoie à un recul d'influence historique dans certaines zones monétaires. Dans cette lecture, le risque n'est pas économique à court terme, mais politique à moyen terme, avec la possibilité de pression directe ou indirecte. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, la réponse la plus solide s'appuie sur des résultats déjà observés. Le réseau a démontré qu'il pouvait compenser des paiements auparavant soumis à plusieurs jours d'attente en quelques secondes, sans passer par des infrastructures américaines ou européennes. Les coûts, autrefois élevés, ont été réduits de manière répétée sous des seuils jugés viables par les opérateurs. Ces performances ne relèvent donc pas d'une promesse, mais d'un usage réel en conditions opérationnelles. Sur le plan technique, chaque transaction réussie renforce le système, car la répétition consolide la confiance et justifie les investissements dans la résilience. Sur le plan politique, l'argument central avancé par les architectes africains reste constant. Il ne s'agit pas de rompre avec le monde, mais de rééquilibrer une dépendance héritée. Le projet n'avance ni slogan, ni démonstration de force, seulement des protocoles, des registres et des preuves de fonctionnement. Ainsi, sans nier les vulnérabilités, les faits suggèrent qu'un cadre de confiance peut émerger par la performance mesurable plutôt que par l'adhésion idéologique. La question n'est donc plus de savoir si les risques existent, mais si les résultats accumulés suffisent à les contenir dans le temps. La souveraineté passée par les serveurs. Ce n'est pas seulement la rapidité des paiements qui change, mais la manière dont ils sont traités, mais dans l'endroit où ils sont désormais enregistrés, validés et observés. Jusqu'ici, même lorsque l'argent changeait de main en Afrique, sa trace restait inscrite ailleurs. Avec le nouveau réseau, les données demeurent sur le continent, modifiant silencieusement la relation entre visibilité et contrôle. Ce détail technique agit comme un révélateur. Celui qui voit les flux comprend aussi leur dynamique profonde. Cette bascule change la nature du débat. Il ne s'agit plus seulement de réduire des coûts ou des délais, mais de décider qui possède l'information en temps réel. Les banques centrales africaines gagnent une capacité nouvelle d'analyse, car elles n'attendent plus des fenêtres de visibilité ouvertes par des systèmes extérieurs. Chaque transaction confirmée enrichit une base de connaissances locales, essentielle pour anticiper les tensions et ajuster les politiques monétaires. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré insiste moins sur la symbolique que sur la continuité. Pour lui, un système qui conserve ses données conserve aussi sa marge de manœuvre. Ce point marque le milieu du récit. La technique cesse d'être un outil neutre et devient un facteur structurant du pouvoir. À partir de là, la question évolue. Si les flux et les données restent en Afrique, quelles conséquences concrètes cela produit-il déjà pour les États, les entreprises et les citoyens? Les effets du nouveau système se lisent désormais à travers 4 groupes distincts, chacun touché de manière spécifique par la rétention des flux financiers sur le continent. Ces conséquences ne relèvent plus de la théorie. Elles s'inscrivent dans des pratiques quotidiennes qui redéfinissent progressivement les équilibres. Du côté des États et des institutions publiques, l'impact le plus immédiat concerne la visibilité monétaire. Les banques centrales peuvent bientôt suivre les flux en temps réel, sans dépendre de plateformes étrangères ni de délais imposés. Cette transparence améliore la gestion des réserves et facilite la planification budgétaire, car une part significative de la valeur ne se dissipe plus dans les frais. Les gouvernements disposent ainsi d'un levier discret mais puissant, une capacité accrue à piloter leur politique sans exposition constante à des infrastructures extérieures. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette visibilité retrouvée constitue un socle technique sur lequel peut s'appuyer toute stratégie de souveraineté économique. Pour les entreprises et le commerce, le changement est tangible dans la trésorerie. Un capital auparavant immobilisé pendant plusieurs jours circule désormais en quelques secondes, réduisant l'exposition aux variations du dollar.
Les petites et moyennes entreprises, longtemps dissuadées par des coûts élevés, accéderont plus facilement au commerce régional. Des chaînes d'approvisionnement intra-africaines, jugées peu rentables dans l'ancien système, deviennent viables grâce à des frais abaissés et à une confirmation rapide des paiements. Cette fluidité transforme la gestion du risque et encourage des échanges plus réguliers entre pays voisins. Au niveau des citoyens et des coopératives locales, les effets se sont plus discrets, mais tout aussi structurants. Les réseaux agricoles et commerciaux constatent que leurs ventes ne dépendent plus de banques étrangères pour être validées. La diminution des coûts améliore la stabilité des revenus et réduit l'incertitude quotidienne. Chaque paiement confirmé agit comme un signal de confiance, renforçant l'idée que la valeur produite localement peut rester ancrée dans l'économie locale. Cette accumulation de micro-effets façonne une perception nouvelle de la fiabilité des échanges. Enfin, sur le plan régional et géopolitique, la rétention des flux modifie les rapports de force. À Washington, la réduction de la visibilité financière est observée avec attention. À Paris, certains analystes évoquent un recul d'influence historique. Dans d'autres régions du Sud global, le modèle africain est étudié comme une alternative crédible à une dépendance excessive au dollar. Sans confrontation directe, le continent opère un rééquilibrage durable de sa position dans le système mondial. À travers ces 4 dimensions, une constante apparaît. Lorsque l'argent circule autrement, les décisions suivent. Ce déplacement progressif redéfinit la marge de manœuvre collective et prépare la suite du récit. À l'horizon des prochains mois, l'évolution du système peut suivre plusieurs trajectoires plausibles. Elles ne sont ni exclusives ni figées, car chacune dépend d'un enchaînement conditionnel où les usages, la technique et le contexte politique interagissent. Le scénario central est celui d'une consolidation progressive. Si les banques centrales maintiennent la synchronisation des couches techniques et la fiabilité opérationnelle observée depuis les premiers déploiements, alors les flux resteront stables et les coûts continueront de diminuer graduellement. Les entreprises adopteront les règlements directs à mesure que la confiance s'installe, ce qui renforcera les volumes mensuels sans rupture brutale. Dans cette trajectoire, le système s'ancre dans les routines, devient prévisible et gagne en crédibilité par la répétition. La transformation est calme, mais durable, car elle repose sur des usages réguliers plutôt que sur une accélération forcée. Un scénario optimiste est celui d'une adoption rapide et une intégration régionale élargie. Si de nouveaux pays rejoignent le réseau, et si les plateformes complémentaires s'imbriquent rapidement, alors la densité des échanges pourrait franchir un seuil critique. Les corridors commerciaux intra-africains deviendraient de plus interconnectés, réduisant encore les frictions et stimulant la liquidité locale. Dans ce cas, les paiements rapides ne seraient plus seulement un outil de réduction des coûts, mais la colonne vertébrale d'un marché continental fonctionnant en continu. Les bénéfices se manifesteraient alors par une augmentation visible de l'activité régionale et par une résilience accrue face aux chocs externes. Un scénario plus difficile reste toutefois envisageable. Si des pressions géopolitiques s'intensifient, ou si des fragilités techniques persistent dans certains pays, alors la confiance pourrait être temporairement mise à l'épreuve. Des interruptions prolongées ou des tentatives d'influence extérieure pourraient ralentir l'adoption et fragmenter les usages. Cette trajectoire ne signifierait pas un échec définitif, mais rappellerait que tout système émerge reste vulnérable tant que sa résilience n'est pas éprouvée sur la durée. Face à ces 3 perspectives, une recommandation de méthode s'impose. Observez moins les annonces et davantage les volumes réels, les délais effectifs et la continuité de service. Ce sont ces indicateurs concrets qui signaleront quelle trajectoire est en train de s'imposer. Pour ceux qui observent cette transformation de l'extérieur, ces effets peuvent sembler abstraits. Pourtant, ils se matérialisent différemment selon les profils, et c'est en regardant ces usages concrets que l'on comprend réellement la portée du changement. Un premier public est constitué des observateurs économiques et financiers, analystes, chercheurs
et investisseurs suivent l'évolution des flux pour évaluer la stabilité monétaire du continent. L'accès à des règlements plus rapides et à des données localisées leur offre une lecture plus fine des dynamiques régionales. Ils ne dépendent plus uniquement de chiffres agrégés produits ailleurs, mais peuvent interpréter des volumes réels et continus. Une attitude utile consiste à privilégier l'observation des tendances mesurables plutôt que les déclarations politiques, car ce sont les usages répétés qui indiquent la solidité d'un système. Un second public regroupe les acteurs économiques du quotidien. Entrepreneurs, commerçants et coopératives, ressentant l'impact dans la gestion du temps et du risque. Un paiement confirmé en quelques secondes libère de la trésorerie, réduit l'exposition aux variations de change et facilite la planification. Les coûts abaissés permettent de réinvestir, parfois modestement, mais de manière régulière. Pour ces acteurs, un conseil simple émerge. Tester progressivement les corridors les plus fiables afin d'adapter leurs pratiques sans rupture brutale. Un troisième public concerne les citoyens attentifs au sens politique du changement. Ils perçoivent cette évolution comme un signe d'autonomie concrète. La souveraineté n'apparaît plus seulement dans les discours, mais dans la capacité à échanger sans dépendre de circuits étrangers. Cette perception nourrit un débat plus large sur l'indépendance réelle et sur la manière dont la technique modifie les rapports de pouvoir au quotidien. Ainsi, quel que soit le point d'entrée, la transformation devient lisible à travers des gestes ordinaires qui redéfinissent la relation à la valeur et au temps. Pour transformer une avancée technique en stabilité durable, une méthode claire s'impose. Elle ne repose pas sur des déclarations générales, mais sur une succession d'étapes mesurables, où chaque acteur sait quoi faire, quand agir et comment évaluer les résultats. La première étape concerne l'harmonisation institutionnelle. Les banques centrales alignent leurs protocoles de règlement et synchronisent régulièrement les couches techniques. L'objectif est simple: réduire les écarts de performance entre pays et garantir une confirmation homogène des paiements. Le progrès se mesure par la constance des délais et par la diminution des incidents de compensation. La deuxième étape vise le renforcement de la résilience technique. Les autorités nationales sécurisent les réseaux électriques et les connexions critiques, tout en mettant en place des plans de continuité. Il ne s'agit pas d'éliminer tout risque, mais de limiter l'impact des perturbations locales. Le critère d'évaluation devient la capacité du système à fonctionner même en conditions dégradées. La troisième étape porte sur l'adoption par les acteurs économiques. Les entreprises et les coopératives testent progressivement les corridors les plus stables, intègrent les règlements instantanés dans leur routine et ajustent leur gestion de trésorerie. Le succès se lie dans l'augmentation régulière des volumes réellement transférés, plutôt que dans le nombre d'annonces. Enfin, une quatrième étape concerne le cadre politique et narratif. Les gouvernements clarifient leur position publique et rappellent que l'objectif n'est pas la confrontation, mais la réduction d'une dépendance structurelle. Dans ce registre, Ibrahim Traoré joue un rôle symbolique de stabilisation, en reliant l'outil technique à une vision de long terme fondée sur des résultats observables. Cette feuille de route ne promet pas une trajectoire sans heurts, mais elle fournit des repères concrets pour passer de l'expérimentation à la durée. Dans les salles techniques où les premiers essais ont été observés, les écrans affichaient des confirmations rapides qui semblaient presque banales. Pourtant, ces signaux discrets ne l'étaient pas. Ils représentaient la première preuve tangible qu'un continent pouvait reprendre en main la trajectoire de sa propre valeur, sans rupture spectaculaire, mais avec une constance mesurable. Une transaction validée en quelques secondes effaçait des décennies de détours imposés. Les coopératives locales ont ressenti cette évolution de manière immédiate. Une vente confirmée sans attente, une marge préservée, un risque effacé. Ces gestes ordinaires ont construit une confiance que les grandes annonces ne suffisent jamais à créer. La transformation n'est pas née dans les tribunes, mais dans la répétition silencieuse
de milliers d'opérations réussies. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette accumulation vaut plus qu'un symbole. Elle montre qu'un système peut se définir par ses usages plutôt que par ses slogans. La souveraineté ne se proclame pas. Elle s'exécute, transaction après transaction, dans des infrastructures qui tiennent sous la pression réelle. Ce réalisme patient donne à la technique une portée politique sans la charger d'idéologie. Au terme de ce parcours, une certitude s'impose. Lorsque les gestes financiers quotidiens changent, l'imaginaire collectif se déplace lui aussi. Chaque seconde gagnée devient un fragment d'autonomie durable. Ce qui se joue à travers ces paiements plus rapides et moins coûteux dépasse largement la sphère technique. Il s'agit d'un mouvement lent, presque discret, par lequel un continent expérimente une autre manière de gérer sa valeur, son temps et sa dépendance. Rien n'est encore définitivement acquis, mais les usages quotidiens montrent qu'une alternative peut fonctionner sans bruit excessif. Pour certains, cette évolution représente un simple ajustement d'infrastructure. Pour d'autres, elle symbolise une étape vers une autonomie plus profonde, où la souveraineté ne repose pas sur des déclarations, mais sur des systèmes qui tiennent dans la durée. Des figures comme Ibrahim Traoré incarnent cette lecture pragmatique. Observer ce qui fonctionne, mesurer ce qui change, et laisser les résultats parler. La question reste donc ouverte et mérite d'être discutée collectivement. Un réseau de paiement capable de retenir la valeur sur le continent peut-il réellement s'enraciner face aux pressions externes et aux fragilités internes? Ou assiste-t-on seulement à une phase transitoire appelée à être absorbée par de nouveaux équilibres de pouvoir?